Bonjour Julie, Bonjour Christophe. et enchanté aujourd'hui de faire cette conversation avec toi et on va parler de co-construction du couple sous un angle yin-yang, si ça te va. Avec plaisir. Parfait. Alors, pour commencer, bah, je vais te laisser te présenter rapidement avant qu'on rentre plus dans le détail, ta vie, ton œuvre, ton histoire. Alors, je suis thérapeute, je fais de la thérapie brève. Donc, c'est une approche qui travaille sur comment sortir d'un problème plutôt que pourquoi il est là, à la différence un peu de l'analyse, de la psychanalyse. Je travaille auprès d'individus, hommes-femmes, et je fais beaucoup de thérapie de couple. Bien. Et en même temps, je suis coach parental, donc j'accompagne aussi les parents dans leur parentalité. Et puis, j'anime des ateliers dans les écoles, dans les entreprises, sur des sujets qui me tiennent à cœur, comme les écrans, les dangers des réseaux sociaux, comment parler de sexualité avec nos enfants. C'est un des Mhm. sujets, je pense, qu'on va aborder aujourd'hui. Parfait, parfait. Alors, qui était Julie quand elle était petite? Moi, je commence toujours par ça. Comment tu étais, John? Alors, je suis née dans une famille avec quatre filles. Je suis la troisième. Ok. C'était une famille plutôt classique. Je sais même pas s'il existe des familles classiques, mais enfin bon, moi je la qualifierais un peu comme ça. Je suis née à Bruxelles. D'accord. C'est important pour moi parce que c'est un pays qui est resté un pays de cœur. J'y ai vécu une dizaine d'années. Après, comme j'ai un papa qui était diplomate, on a beaucoup voyagé. Donc voilà, ma famille, elle est teintée de cultures différentes, de rencontres. Avec des paysages différents, avec les sens, les couleurs, les odeurs, les saisons différentes. T'as pas mal voyagé donc. Voilà, j'ai beaucoup voyagé et puis je me suis réinstallée à Paris il y a une quinzaine d'années et donc aujourd'hui je travaille et je vis à côté de Paris, à Boulogne. D'accord. Alors, en dehors de ces voyages, de cette diversité de lieux de climat, comment tu étais petite comme enfant? Je crois que j'étais une enfant plutôt joyeuse, avec pas mal d'imagination. J'aimais bien écrire des histoires. Euh, J'aimais faire du spectacle, j'aimais rire et je crois que j'ai toujours eu quelque part en moi une âme de comédienne ou en tout cas j'aimais soit faire des petites mises en scène, soit faire des sketchs, des publicités. Enfin, ça m'a toujours amusé de pas de monter sur scène parce que je le faisais pas avec un public, mais même pour moi ou devant une caméra, j'aime beaucoup pouvoir réfléchir et mettre en scène des scénettes. Et ce que je continue à faire aujourd'hui, parce que je réussis à allier à la fois mon travail et sous forme de petites mises en scène. Oui, j'ai vu ça. Donc ça a commencé assez tôt, en fait, ce besoin de mettre en scène, montrer des choses et dire des choses, j'imagine. Ça Ouais. vient de quelque chose, d'un besoin de s'exprimer, ça vient de quoi? Un besoin de s'exprimer et d'après ce que j'ai observé et puis aussi ce qui est observé par d'autres psychologues, c'est que dans une fratrie, on voit se démarquer des personnalités, des caractères en fonction de la place qu'on occupe dans une fratrie. Oui. Souvent, on retrouve chez les aînés le côté un peu responsable, discipliné, c'est le premier. Les parents sont hyper attentifs, il y a des attentes. Le deuxième, il va se construire en fonction de ce qui a été attendu vis-à-vis du premier. Donc le deuxième, il va essayer de se différencier parce qu'on a tous besoin d'être vu comme unique, même si on est dans une fratrie. Et donc le deuxième, il va être un peu différent. Donc si l'aîné a été hyper sérieux, le deuxième, il va plutôt être un peu plus rock'n'roll. Et le troisième, souvent dans les fratries, c'est celui qui va remettre en question le schéma qui est déjà bien installé par deux aînés. C'est celui qui pose des questions, c'est celui qui est curieux et c'est celui qui remet en question. Donc on a souvent dans les troisièmes des fratries, il y a juste une petite... euh, enfin, ça dépend aussi de l'écart d'âge entre les enfants. S'il y a un grand Bien écart sûr. d'âge, on retrouve moins ça. Mais si les enfants sont rapprochés, bah, le troisième, c'est celui qui va un peu ruer dans les brancards, c'est le rebelle. Donc c'est exactement moi. Moi, j'ai rien fait comme tout le monde, en tout cas comme mes sœurs ou comme ma mère attendait. Et puis voilà, après les derniers,
enfin moi, comme c'est une famille de quatre, les derniers, ils se démarquent et ils construisent leur personnalité différemment encore des trois aînés. Donc moi, j'étais plutôt rebelle, plutôt pas dans le mauvais sens du terme, mais vraiment celle qui questionnait, celle qui allait faire différemment. C'était hyper important pour moi de pas faire comme mes sœurs. D'accord, donc quatre sœurs. Ouais. Est-ce que d'avoir des filles autour de toi comme sœurs, ça a changé, ça a marqué ta vision du monde? Sûrement, de façon inconsciente évidemment. J'avais un papa qui a toujours dit qu'il était très heureux d'avoir quatre filles. Pour autant, si on voulait passer du temps avec lui, si on voulait créer une complicité, il valait mieux savoir bricoler, il valait mieux savoir manier le tournevis et le marteau parce qu'il n'allait pas venir jouer au Barbie avec nous. Donc, j'ai appris très tôt à conduire un Massey Ferguson, qui était un gros tracteur. Voilà. Donc, moi, j'ai ce souvenir-là d'avoir été éduquée plutôt avec pas mal de yang, enfin, en tout cas, avec un côté, il faut pouvoir un peu tout faire. Et donc, bah, même si c'était entouré de quatre filles, j'ai pas senti le côté très fille, très féminin. Et Mhm, le côté très féminin que pouvaient avoir mes sœurs aînées, même physiquement, pas comme je suis la troisième, moi je voulais pas trop leur ressembler, pas trop être super féminine, donc enfin je voulais. Je dis, je crois que c'est plutôt inconscient. C'était pas, je oui. me disais pas, je veux surtout pas faire comme elle, mais inconsciemment j'ai dû être euh, un peu plus garçon. Enfin, c'est très mesuré, hein, parce que je m'habillais pas comme un garçon, mais voilà, les attributs féminins m'attiraient pas, en tout cas à ce moment-là, et j'étais beaucoup entourée de garçons. J'avais pas beaucoup de copines filles. Euh, c'est ça qui, c'est entourée de garçons que je me sentais à l'aise. Et il y avait plutôt une influence yang côté ton père et yin du côté de ta mère, ou comment c'était Oui, oui, l'environnement mais avec, éducation? ouais, mais avec une maman très très présente parce qu'elle travaillait pas. Mais pour autant, enfin, j'ai pas de souvenir qu'elle ait cultivé sa part de féminin particulièrement. Donc, c'était pas mon modèle féminin. J'avais pas de modèle, hein, mais pour moi, elle était mère, mais je la voyais pas vraiment comme une femme. Mhm. Et dans les actions, le comportement, est-ce qu'il y avait des choses qui se distinguaient entre sœurs? Est-ce qu'il y avait... toi, tu disais que tu étais plus avec des garçons, donc plutôt dans un environnement peut-être un peu plus yang par rapport à tes sœurs qui cultivaient un peu plus le féminin, parce qu'elles étaient les premières, c'est ça? Oui, quoique en fait l'aînée, elle était très ce qu'on appelle vulgairement garçon manqué. Elle jouait au foot, elle avait les cheveux courts quand elle était enfant en tout cas. La seconde était plus féminine. Donc je dirais de façon un peu globale qu'il n'y avait pas énormément de yin à la maison. J'ai pas grandi avec du yin, j'ai Mhm. pas grandi avec le côté femme. Ça se sentait pas parce que notre mère l'incarnait pas particulièrement. Voilà, encore une fois, elle était vraiment mère, maternelle, femme de devoir, qui faisait les choses comme il fallait. Et le père, plutôt très présent, enfin très présent, en tout cas, son yang était présent. Et donc, j'ai grandi plutôt en regardant vers ce côté-là, sur l'épanouissement personnel, professionnel, que du côté de ma mère. Alors, est-ce que ça a orienté après ta sortie du giron familial, tes études, comment ça s'est passé ensuite? Oui, bah comme mes sœurs se sont mariées très tôt, Mhm. et donc moi, il fallait que je fasse différemment, forcément. Donc moi, je m'étais dit, bah non, mais moi, je me marierai pas trop tôt, je ferai des études et je travaillerai. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai quitté mes parents assez tôt parce qu'ils étaient retournés à Bruxelles entre-temps et moi, je voulais aller vivre à Paris. Donc j'ai fait des études à Paris. J'ai voulu être journaliste, donc j'ai fait 10 années de journalisme. Et bon, ça, c'est vraiment ce qui me caractérisait. C'était la curiosité de l'autre, l'envie d'interagir avec l'autre. Euh, oui, la rencontre, le lien, c'est ce qui a ponctué tout mon parcours et toute ma vie.
D'accord, donc après le journalisme, tu t'es orienté vers la psychothérapie, enfin la psychologie. Oui, exactement. Et pour moi, c'est une suite logique, c'est-à-dire que je continue à interviewer des gens, mais au lieu d'en faire un article, un reportage, bah, je les aide à cheminer, je les aide à se réaligner, à se rééquilibrer, mais je suis toujours dans ce contact avec l'autre. Et donc, j'ai un peu, voilà, transformé et petit à petit, quand j'ai commencé à faire un peu le tour de ce que j'avais eu envie de faire en tant que journaliste, je me suis rendu compte que ce dont j'avais envie, c'était d'aider encore plus la personne que je voyais en face de moi et l'aider à se trouver, l'aider à développer son plein potentiel. Du coup, je me suis formée à la thérapie d'abord au coaching. J'ai d'abord exploré un peu ce qu'on pouvait faire en matière de coaching. Et puis le coaching, je trouvais ça un peu. Enfin, j'avais envie d'aller encore plus loin dans, oui, mais voilà, quand il a certains types de problèmes psychiques, comment l'aider. Donc là, je me suis formée à la thérapie brève. Du coup, tu es plutôt allé vers un métier où on prend soin de l'autre. Et ça, c'est plutôt très yin. Euh, est-ce est-ce qu'il y a eu un déclencheur, malgré tout, entre le journalisme et l'accompagnement psychologique? Eh bien, il se trouve que, je sais pas si ça a été un déclencheur, mais ça correspond à la naissance de mes enfants. Donc, D'accord. quand mes enfants sont nés, c'est là que j'ai commencé à me former au coaching, c'est là que j'ai commencé à plus tellement envie de faire ce que je faisais jusqu'à maintenant et à creuser plus le côté thérapeutique. Et je me suis aussi formée à des outils d'éducation parce que moi-même, je butais sur certaines choses et j'avais besoin d'aide pour éduquer mes enfants. Donc, j'ai découvert des outils qui m'ont énormément aidée. Et voilà, de fil en aiguille, entre les études, les outils éducatifs, le coaching, et petit à petit la thérapie, j'ai transformé ce que j'étais en train de faire, en quelque chose qui me ressemblait, encore plus. D'accord. Et qu'est-ce que tu as rencontré comme difficulté dans tes débuts, dans la parentalité, qui t'ont permis d'aller plus loin sur le sujet? Alors, ce que j'ai rencontré comme difficulté et que rencontrent énormément de parents, c'est on a reçu un bagage, une culture, une éducation, et quand on a un enfant, bah, il n'y a aucun mode d'emploi. Donc, on fait avec ce qu'on a reçu, et soit on a envie de reproduire certaines choses, soit il y a des choses qu'on n'a pas du tout envie de reproduire. Donc, c'est assez clair en général, même avant d'avoir des enfants, on se disait, bah non, mais moi, quand je serai parent, j'aurais plutôt envie de faire ci, faire ça, pas faire ci, pas faire ça. Et puis une fois qu'on a un enfant, on se retrouve avec la réalité des choses. Donc il y a des choses qui peuvent persister. On peut être sûr de soi et continuer à se dire non, je choisis ça plutôt que ça. Et puis il y a aussi notre enfant qui va nous apprendre à être parent parce qu'il y a des tas de choses qui vont pas fonctionner. Toutes les théories qu'on s'était imaginées qui vont pas fonctionner sur cet enfant-là parce que chaque enfant nous fait rebattre les cartes et redevenir un autre parent. Ce qui va Mhm. marcher avec l'un marche pas avec l'autre. Souvent, j'entends mes Exactement. patients qui me disent on a fait exactement la même chose avec les deux enfants et ça donne pas du tout pareil. Alors d'abord, on fait pas la même chose, puisque quand on est parent une fois, pour le deuxième, on est un autre parent, on n'a pas le même âge, on n'a peut-être pas la même situation professionnelle, le couple est différent d'il y a un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc on ne fait pas la même chose, même si les principes peuvent être similaires. Mais donc, moi, c'est mon premier enfant qui m'a amené à me dire, bon, bah, là j'ai besoin d'aide et j'ai besoin, oui, d'outils, de techniques, parce que, en fait, il me pousse un peu dans mes retranchements, et je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire pour l'aider à dormir, je ne sais pas comment faire, parce qu'il me pose plein de questions sur la vie, la mort, alors qu'il a 2 ans et demi, et donc comment j'y réponds, et étant un peu perdue, mais sans être désespérée non plus, mais parce que ça m'intéressait aussi, je pense. J'ai commencé à me former à des outils. Donc, il y en a un qui m'a énormément aidé qui s'appelle la discipline positive, qui est une Oui. approche américaine créée par une psychologue américaine il y a une trentaine d'années. Et ça, c'est venu vraiment rencontrer la façon dont je voulais éduquer mes enfants, c'est-à-dire les rendre autonomes, leur mettre un cadre, mais tout en respectant qui ils sont à l'âge qu'ils ont, développer la confiance en soi, l'estime de soi, le respect de soi et des autres, enfin, transmettre les valeurs qui m'importaient. Plutôt qu'une éducation un peu vieux jeu sur je suis l'adulte, tu es l'enfant, donc j'ai raison, sur bâton carotte, punition récompense, tout ça qui me parlait beaucoup moins. Et puis je voyais que ça fonctionnait pas du tout non plus sur mon enfant, quoi. Donc
Ouais, Donc, il a fallu que je cherche quelque chose de plus constructif. C'est ça qui m'a amené à la discipline positive. d'accord. Donc là, c'est la parentalité qui t'a emmené vers ça. Est-ce que aussi dans le couple, avec l'arrivée des enfants, il y a des choses qui bougent? Est-ce que ça a aussi été déclencheur de ton intérêt pour la thérapie de couple, pour la psychologie, l'accompagnement? Euh, je dirais que non, mon couple m'a pas forcément influencé là-dessus. Je crois pas. Je crois pas. Et l'arrivée de mes enfants, non, c'est plutôt que bah, j'avais envie d'être très présente les premiers temps avec les enfants. Donc j'avais plutôt réduit mon activité dans le journalisme avec l'idée de lancer mon activité de thérapeute, mais petit à petit, pas me lancer dans le grand bain d'un coup et confier mes enfants à la crèche. J'avais vraiment envie de passer du temps avec eux. Donc ça s'est plutôt construit comme ça. Et ma vie de couple le permettait aussi que je sois pas obligée de travailler à plein temps et prendre un boulot qui me plaisait pas. Donc j'ai vraiment construit pas à pas ma vie de thérapeute jusqu'à ce qu'elle devienne ma vie à plein temps parce que les enfants étaient suffisamment grands pour que je puisse prendre suffisamment de rendez-vous, quoi. Mhm. Alors, les premiers rendez-vous, c'était quel type de client, patient, sur quel type de sujet? Alors, j'ai envie de dire, souvent, on attire les patients en fonction des choses qu'on traverse, en fonction, oui, des sujets sur lesquels on travaille. Enfin, c'est assez amusant, je trouve. Parfois, on se dit, ah, ben, en ce moment, je vois que des jeunes couples. Là, par exemple, je vois beaucoup de jeunes couples de 25-35 ans. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est pile le moment où je m'intéresse vraiment à cette question de comment construire son couple en 2025, quand tout a énormément changé, quand les réseaux sociaux sont très présents, quand la pornographie est très présente, quand les applications de rencontres sont très présentes. Et alors que je m'interroge énormément sur ces questions, bah, j'ai dans mon cabinet un panel sur lequel en plus je peux travailler. Donc c'est très bien, à la fois pour les accompagner, mais aussi pour moi, me nourrir de ce qui se passe dans le couple d'aujourd'hui. Donc ça s'est retrouvé assez souvent dans mon cheminement. Quand j'étais parent, jeune parent, bah, je travaillais essentiellement avec des parents. J'étais très coach parental et là, je le suis de moins en moins. Je suis de plus en plus thérapeute de couple, mais en ce moment, et puis ça va changer sur moi. Et, et c'est particulièrement le sujet qui m'intéresse, donc ça tombe bien. Mais bon, c'est pas un hasard. Alors pourquoi justement tu t'intéresses plus particulièrement à la thérapie de couple avant même de rencontrer plus de couples? Bah parce que je trouve que justement, c'est très très intéressant de creuser ces sujets-là dans cette société bouleversée par tout un tas de facteurs, de façon économique, et puis post-Covid, les gens ont recherché du sens, là où parfois ils pouvaient être un peu dans un tunnel, bah, tout d'un coup ils ont ouvert les yeux, ils ont vu des choses, positives comme négatives. Et donc, il y a aujourd'hui des nouveaux facteurs qui nous font nous reposer énormément de questions. Et donc, bah, la question que je trouve intéressante en ce moment, mais bon, il y en a plein hein, que je trouve intéressantes, comme faire un enfant aussi, je trouve ça très intéressant parce que nos parents, nos grands-parents ne se posaient pas trop la question. Et j'ai encore des patients qui me disent, bah, j'ai fait 3 enfants parce qu'il fallait en faire 3, parce que nous-mêmes on était 3, qui continuent à pas trop se poser de questions, mais ils sont très minoritaires. Aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui se pose vachement de questions, voire se dit, moi, je ne mets pas d'enfant au monde dans ce chaos, je renonce à la maternité, ce qui était finalement assez rare chez nos parents ou nos grands-parents. Donc, euh, donc je ne sais pas pourquoi ce sont ces sujets-là qui m'intéressent le plus, mais en tout cas, je trouve très intéressant de venir avec ma petite loupe observer tout ce qui se passe. euh, Parce que forcément, euh, tous les codes sont différents. Et donc, comment on fait avec ces nouveaux codes? Comment on fait avec la vague MeToo, qui a été hyper importante, parce que voilà, les femmes ont pu enfin
exprimer leur souffrance, réaliser que ce qu'elles subissaient n'était pas normal, et donc se replacer, retrouver la bonne posture vis-à-vis des hommes. Et en même temps, le revers de la médaille de cette vague-là, c'est que bah, du coup, les relations sont complètement transformées en les relations hommes-femmes, et que les hommes, bah, je les vois en tout cas dans mon cabinet ou dans les ateliers ou les dîners. Parfois, je fais des dîners à thème aussi. J'en ai fait un sur le thème de l'amour. Qu'est-ce que vous attendez de l'amour aujourd'hui? Bah, on les voit perdus, quoi, parce que eux, ils ont des habitudes, des ancrages, des automatismes, et tout d'un coup, on leur dit non, mais alors, en fait, celui-là, on n'en veut plus, pas du tout. Si tu me regardes comme ça, je vais me sentir agressée. T'as pas à me faire de compliments sur ma coiffure ou ma robe. Alors que lui, bah, il se disait, bah, moi, je pensais que ça allait être flatteur. Enfin, voilà, je trouve ça passionnant. Et je trouve qu'on a beaucoup à apprendre, chacun les uns des autres, les uns avec les autres. Et j'aimerais bien, en tout cas, oui, c'est à la fois mon souhait et mes valeurs, que cet apprentissage, cette construction, elle se fasse ensemble et en lien. Parce que parfois, je sens qu'elle se fait les uns contre les autres, et que voilà, du coup, les femmes se sont un peu euh, mis en position défensive vis-à-vis de certains hommes, hein, certaines femmes. Je ne vais pas faire de généralité, mais on le voit quand même. Moi, dans les couples, je le vois aussi. Je vois les femmes qui s'épanouissent, qui ont envie de vivre leur vie de femme, leur vie de mère, au boulot, à la maison, avec les copains, les copines. Et puis les hommes qui en face se disent, ah là là, mais du coup, quelle posture je dois prendre, moi, qu'est-ce que je dois faire? Donc, oui, je pense que ça s'apprend. Ils ont pas le mode d'emploi, eux non plus. Et donc, on a tout intérêt. Alors, nous, évidemment, en tant que parents, à apprendre ça à nos enfants et à nos fils, mais aussi en tant que partenaire, en tant qu'ami, bah, pouvoir, au lieu de leur dire ce que tu fais n'est pas bien, c'est moche, leur dire, bah voilà, là, moi, quand tu me dis ça, je me sens comme ça, comment on peut faire autrement, quoi? Mm. Leur tendre la main plutôt que leur donner des baffes. Je pense que c'est plus constructif. C'est quoi les grandes tendances que tu vois justement qui sont différentes des générations précédentes chez les hommes et chez les femmes en termes de relations de couple? Moi, ce que je vois, c'est que il y a eu cet effet charge mentale. Alors tout d'un coup, les femmes se sont dit, en fait, c'est pas tout à fait normal que je porte tout sur mes épaules, ou en tout cas la majorité des tâches ménagères qui concernent les enfants. Pourquoi l'école m'appelle moi quand mon enfant est malade et pas le papa? Et tout ça qui paraissait un peu normal et dont les femmes souffraient en silence, c'est très bien que c'est émergé parce que, bah oui, en fait, maintenant les femmes travaillent beaucoup plus, donc c'est normal que les tâches se répartissent parce qu'il n'y en a pas un à la maison et l'autre au boulot, il y a les deux au boulot. Donc comment on fait quand il y a des enfants au milieu qui ont besoin de soins? Donc la tendance que je vois, c'est les femmes ont besoin de partager leur charge mentale. Les hommes sont prêts, il y en a plein qui sont prêts et qui disent, mais évidemment, moi je fais des enfants, c'est 50-50, on le voit de plus en plus. Mais c'est pas parce qu'ils sont prêts qu'ils y arrivent. Parce qu'il y a des automatismes, des ancrages très forts. Ils ont observé leur papa s'asseoir, mettre les pieds sous la table et attendre que la maman serve le dîner parfois. Donc, comment on fait? Moi, je veux bien, mais c'est pas qu'une question de volonté, c'est aussi une question de apprends-moi. Et puis, ces automatismes vont mettre un peu de temps à se transformer, Mhm. à évoluer. On peut pas passer du tout au tout. Alors que je trouve que les femmes, elles sont allées très vite. Stop la charge mentale, stop la main au cul, stop les, les réflexions sur ma tenue ou mon physique, on n'en veut plus. Et donc les hommes, pour les hommes, je pense que bah il y a un petit côté inertie qui fait que on va pas transformer ça en un claquement de doigts. Donc ce que j'observe beaucoup en ce moment, c'est je vois une femme maintenant qui veut tout, être heureuse dans tous les domaines, et tant mieux. Mais je vois les hommes, et même physiquement, on les voit hein, au cabinet, qui sont un peu recroquevillés sur eux-mêmes, se disent, ouh là là, je sais plus si je dois dire ça ou pas ça, faire ça ou pas ça, je sais plus où mettre, quoi. Je sais plus où mettre. Voilà ce que j'observe. Ce que tu dis, c'est que les femmes ont réussi à faire bouger les choses pour elles
mais indépendamment des hommes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication à part celle de non, tu fais plus ça ou non, je ne fais plus ça. Exactement, pas Il y a, assez. il y a plus de bah, j'aimerais que tu puisses faire ça, etc. Alors tu dis Ouais, qu'effectivement, il y a beaucoup d'hommes qui sont dans le 50-50 ou qui essayent, mais qui sont pris par leurs automatismes et leur apprentissage passé. Euh, c'est quoi les solutions que toi, tu essaies de mettre en place quand il y a un peu cette rupture de compréhension entre les deux, entre la femme qui s'émancipe, on va dire, qui s'autonomise et qui en même temps se protège beaucoup mieux, et les femmes, les hommes qui sont là en observateur et qui n'arrivent plus à sortir de leur rôle pour aller vers la femme. Parce qu'à un moment donné, il y a une sorte d'écart qui se crée, une distanciation, non? ouais. Bah, moi, je pense que les pistes, c'est justement de tendre la main, c'est d'être un peu moins sur la défensive. Hormis évidemment les situations critiques comme la main aux fesses, bon bah ça c'est non, c'est pas négociable, mais je pense que leur tendre la main, les écouter et comprendre pourquoi ils font comme ça et pas comme ça, parce que c'est pas si facile quoi de dire à partir de maintenant on va faire différemment. Et donc l'écoute me paraît primordiale et l'expression de ses besoins, mais en fait, je me rends compte aussi que les femmes s'interrogent beaucoup plus sur leurs besoins, s'écoutent de plus en plus, alors que les hommes souvent montent dans un train avec plein euh, de projections. Ils ont toujours eu envie d'être avocats, hop, ils sont avocats. Ils ont toujours eu envie d'être artistes, paf, ils montent dans le train. Et se posent peut-être un peu moins de questions ou s'interrogent peut-être un peu moins en cours de route, en tout cas, sur mais est-ce que ça répond vraiment à mes besoins? Versus les femmes qui sont beaucoup plus dans le développement personnel, dans le questionnement, dans non mais là à 40 ans, mes enfants sont grands, sont plus autonomes, donc je veux faire différemment. Parce que, encore une fois, comme on n'est pas du tout dans la parité pour le moment, bah, le moment où la femme passe, euh, où les enfants grandissent et que du coup la femme reprend de la liberté et de la charge mentale, enfin elle est un peu moins chargée auprès des enfants. L'homme, la variable elle est un peu moins forte. Parce que comme il était un peu moins en charge, bah, que les enfants aient 5, 10 ou 15 ans, il n'a pas une rupture comme les femmes l'ont. Pas encore, parce que c'est en train d'évoluer. Donc, je dirais que se poser ces questions-là, y compris chez les hommes, les questions de mes besoins, de est-ce que je suis à la bonne place, ça me paraît aussi important de le faire avant les crises, la fameuse crise de la quarantaine, la cinquantaine. Et donc, ce que moi, je trouve intéressant, et c'est de plus en plus le cas, c'est que des trentenaires se disent, bon, voilà, sortie de mes études, mon premier job et peut-être ma première nana, euh, bah, c'est maintenant que j'ai envie de me poser des questions avant de justement construire un couple, une vie de famille, au lieu de monter dans un train et puis de se réveiller à 40 ans en disant, waouh, mais en fait, je veux plus de ça, quoi. Est-ce que c'est pas une sorte de manifestation aussi d'entrée d'un peu plus de yin chez les hommes qui vont être un peu plus ouverts à l'introspection qu'ils ne l'étaient avant? Parce que quand on est très yang dans l'action, dans le succès, dans la réussite, dans la manifestation, voilà, on agit et on se pose pas trop de questions sur sa place dans le couple, sa place dans la vie. Et tu trouves que les plus jeunes générations, donc 25, 30 ans, se posent des questions plus tôt chez les hommes sur où ils sont, où ils vont? Oui, et puis ils ont d'autres attentes, on le voit dans les entretiens d'embauche. Là, ils parlent du temps libre, ils veulent plus faire que ça. Ils sont plus du tout prêts à être corvéables à merci à leur vie professionnelle. Et c'est une très bonne chose parce que plus on est dans le boulot corvéable, et plus on est dans le faire, et donc moins on est dans l'être. Mm. Donc oui, c'est plus de yin, et c'est aussi plus de l'être, quoi. Euh, on n'est plus des chasseurs-cueilleurs, donc on n'a plus besoin d'être celui qui va, qui chasse, qui est dans l'action. Euh, En tout cas, pas que ça. Évidemment que l'action, c'est bien, mais c'est important aussi que les hommes puissent assez tôt
se poser des questions autour de l'être. Mhm. Mais Parce du que coup, sinon, c'est ils peuvent pareil dans faire, la faire. rue. Pardon, excuse-moi, je t'ai Sinon, coupé. ils peuvent faire, et c'est comme un hamster dans sa roue, quoi. Ça n'en finit pas, parce qu'on peut toujours faire plus, on peut toujours accumuler, on peut toujours aller chercher la promotion du dessus, le salaire du dessus, un petit appart, un plus grand appart, une petite voiture, une plus grande voiture, enfin, c'est sans fin. Mhm. Et là aussi, c'est en train de changer, c'est que on a été dans une société de surconsommation, où on a tout de suite, d'un claquement de doigts, j'ai sur mon paillasson une paire de chaussures et une bouteille de shampoing. Et j'ai l'impression que la jeune génération a une conscience bien plus importante que nous l'avions sur ce qu'on consomme, la façon dont on le consomme, sur les ressources qui sont pas inépuisables. Et donc ça va nous aider à être un peu plus dans l'être, quoi. Qu'est-ce qui est important? C'est de m'acheter la dernière paire de baskets ou c'est de juste regarder une rivière couler et sentir le vent dans mes cheveux? Mhm. Mais ce changement aussi, il modifie les relations hommes-femmes parce que les hommes qui originellement étaient en chasse, on va dire, d'une femme, parce que c'était un peu ça dans le mode patriarcat, c'est-à-dire que on était là pour conquérir les femmes. Aujourd'hui, on leur dit non, il faut que tu sois dans l'être et pas dans le faire, et donc reste à ta place. Et en même temps, bah, les femmes, elles s'émancipent de leur côté, elles agissent, elles sont aussi dans l'être, mais aussi beaucoup dans le faire, parce qu'elles n'ont pas non plus lâché toutes les prérogatives du patriarcat, toutes les actions très yang, hein, au contraire même, on va dire. Donc du coup, ça les éloigne un petit peu, tu crois pas? Ouais, je crois que ça les éloigne. Et que la façon dont les hommes sont en train de revenir dans le game et pas forcément la façon attendue par les femmes. Donc moi, ça, je le vois énormément et donc vraiment, dans tous les ateliers que je fais depuis 10 ans, j'ai toujours la question les ateliers de la parentalité. Oui, mais moi, je vais mettre tout ça en place, mais mon mari, il fera jamais tout ce que vous venez de dire et du coup, ça va pas aller parce que lui, il va faire punition, la fessée. Et donc moi, je suis convaincue, mais comment convaincre mon mari? Et souvent, je leur dis, mais le plus important dans une famille, c'est que chacun soit aligné avec ce qu'il fait lui déjà. Donc déjà, vous semez ce que vous avez à semer, et c'est ça que vos enfants vont prendre. Parce que si vous semez, mais qu'en même temps, vous dites à votre conjoint, partenaire, ah mais non, mais tu sais, la dame à l'atelier, elle a dit qu'il fallait pas faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça met de la tension. Et donc là, ça nuit à tout le monde, c'est pas du tout constructif. Et donc, c'est aussi ça que j'observe beaucoup, c'est que les femmes, elles disent à leur conjoint, reviens dans le jeu et toi aussi prends ta charge, mais attention, il faut que tu fasses comme ci, comme ci, comme ça. Donc, lâcher et faire revenir les papas et faire revenir les hommes dans la participation, la création, la co-construction, ça se fait à condition que ça puisse se faire aussi avec leur sensibilité, leurs idées, parce que là encore une Mm. fois, sinon on est dans le conflit, on est dans la confrontation, donc Oui, c'est d'ailleurs, pas. c'est un comportement très yang de vouloir imposer à l'autre, que ce soit un homme ou une femme, sa façon de voir les choses, la méthode, etc. Ouais. D'une certaine manière, il y a un excès de yang un excès de fer et de rigidité, de contrôle, qui est passé d'un pôle à l'autre. C'est pour ça qu'il y a un pôle qui est le pôle masculin, on va dire, qui est peut-être un peu perdu. Ouais, Parce ouais, qu'on lui ouais, enlève ses prérogatives et en même temps, elles se sont juste déplacées sur l'autre pôle. ouais, exactement. Elles ont pris beaucoup de yang et du coup, il faut que ça soit fait comme elles le souhaitent et comme hommes et femmes, on voit pas les mêmes choses, on perçoit pas les mêmes choses. Nos sensibilités sont très différentes. Ce qui va être très important pour moi va l'être un peu moins pour mon partenaire et réciproquement. Si on attend la même chose, enfin si on attend que l'autre fasse euh, ce que nous on ferait, on va dans le mur. Et ça, je l'entends trop souvent dans mon cabinet, c'est-à-dire, enfin moi je le fais en 5 minutes. Pourquoi lui, ça lui prend 3 jours? Bah parce que justement, vous êtes différents. Lui, il a besoin de 3 jours. Et donc, c'est attendre de l'autre qui réagisse comme nous, on aurait réagi.
euh, qui, euh, qui est épuisant, quoi. Il y a trop d'attentes. Je crois qu'il y a trop d'attentes à la fois dans le couple parental et à la fois dans le couple amoureux. On attend et on se dit, il va voir que je suis pas heureuse, il va voir que j'ai besoin qu'il me séduise, il va sentir que non. Arrêtons d'attendre, exprimons plutôt. Disons ce dont on a envie, disons ce dont on a besoin pour être bien, en parlant de soi, plutôt que de dire, bah, voilà, ça fait 3 jours que c'est là et toi, t'as rien vu. Et ça viendrait de quoi ce manque de communication, d'expression des besoins et de ses attentes dans un couple amoureux? Bah, moi, je pense que avant, on se posait tellement moins de questions. C'était sûrement moins fatigant. Je sais pas, hein, mais ouais, parce que les femmes étaient soumises aux hommes, et point barre. Les enfants étaient soumis à leurs parents, et point barre, quoi. On se posait pas toutes ces questions, et ça roulait comme ça roulait. Enfin, je veux dire, je ne mettrais pas ça sur une échelle de valeur, de c'était mieux avant, ou c'était pire, ou c'était comme ça en tout cas. Ce qui a basculé, c'est la société qui, bah, aujourd'hui, on n'est plus soumis à nos maris. Avant, l'enfant, quand il naissait, on ne le considérait pas comme un être, comme un enfant. On imaginait, avant qu'on ait fait des recherches, que le bébé, par exemple, ne ressentait pas la douleur, donc on l'anesthésiait pas. Mm. On pensait qu'il voyait pas, qu'il n'entendait pas. Bref, c'était un petit animal dépourvu de la plupart de ses sens. Bon, bah, aujourd'hui, dès qu'il naît, et puis même in utero, on sait qu'il entend, qu'il se ressent, qu'il y a toutes ces choses-là. Donc, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, la société est complètement différente. Donc, on se pose beaucoup plus de questions. Donc, comme on n'est plus soumis à nos maris et que on n'exécute pas les choses par automatisme et qu'on se dit ah bah non, mais en fait ça, on peut peut-être le faire différemment et tout, bah forcément ça rue dans les brancards. Et donc, comment faire pour que ce soit différent sans que ce soit conflictuel? Sans que ce soit dans l'animosité ou dans le reproche ou dans l'attaque. C'est ça, je crois, le défi de tous les couples, qu'ils soient parents ou pas. Mm. Donc, d'abord mettre en place la communication, parce que dans le système que tu décris, dans ce que tu peux observer, effectivement, les hommes sont un peu dans l'incompréhension. Alors peut-être qu'eux n'ont pas l'habitude de l'introspection, de mettre du yin, de l'interrogation et de la communication. Ça serait peut-être aux femmes d'initier ça, idéalement, elles en ont besoin et tout le monde en a besoin, mais parce que l'homme est plutôt, il reste dans le faire, dans l'action, donc limite, il va continuer à creuser son sillon ou simplement sous stress se figer dans une relation conflictuelle sans aller explorer le pourquoi du comment et comment il pourrait apprendre, qu'est-ce qu'il pourrait apprendre. Est-ce que le sujet, il est chez les femmes ou il est chez les hommes ou il est chez les deux? Je crois qu'il y en a de plus en plus des hommes quand même qui sont dans l'introspection. Enfin, ce que tu fais toi est sûrement pas unique. Donc, je pense que ça se fait de plus en plus, ça évolue de plus en plus. Mais avant la communication, moi, je crois que l'étape, c'est la connaissance de soi. Avant de pouvoir communiquer à l'autre, il faut déjà savoir ce dont moi j'ai besoin. Et moi, j'ai encore des hommes, enfin, celui que j'ai en tête là, il a 50 ans. Et quand je lui dis, mais parce qu'il fait beaucoup d'activités avec sa conjointe, mais c'est des activités que sa conjointe euh, initie, c'est elle qui est moteur. Et donc, il a un peu l'impression de tout le temps suivre. Et elle, elle trouve que du coup, lui est pas assez moteur, mais lui, ça lui va bien comme ça. Et quand je l'interroge sur lui, ses propres besoins, je dis, mais vous, quels sont vos besoins? Vous, pour être heureux, pour être bien équilibré, léger, etc., vous avez besoin de quoi? Il s'était jamais posé la question de sa vie sur ses propres besoins. Il a 50 ans. Hmm. Donc, je pense que avant, donc incapable de communiquer à sa femme, enfin sa conjointe, j'ai envie de faire ça, pas ça, non, ça me convient pas, non, parce que moi, je suis plutôt du soir, pas du matin. Enfin, donc, avant de communiquer, il faut déjà s'être un peu interrogé sur qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui m'éteint, qu'est-ce qui m'allume, euh, pour pouvoir après
être en couple, être en lien avec quelqu'un. Il faut déjà être super euh, outillé et armé et équilibré. Et c'est pour ça que, à mon avis, les couples, s'ils ont envie de trouver un équilibre, euh, bah, il faut déjà avoir mené un petit peu sa barque, quoi, pour avoir découvert déjà plein de choses, fait des expériences, été à l'écoute de ce qui nous a épanoui, moins épanoui. Si on se met en couple trop vite sans se connaître, bah, ça va être compliqué parce qu'on va se construire un peu à travers l'autre. Du coup, ça peut rendre les choses un peu plus difficiles. En même temps, c'est au contact de l'autre qu'on arrive à se découvrir aussi, parce que le Oui, mais couple est là, il n'y a souvent un qu'un autre. miroir. C'est au Comment? contact de beaucoup de monde aussi, parce que là, il n'y aura qu'un référent Hmm. avec ses habitudes, ses automatismes. Donc évidemment que deux partenaires dans un couple se stimulent, se nourrissent, et c'est ça aussi qui fait le terreau d'un couple. Mais bon, je trouve que, enfin, en tout cas, ma perception des choses aujourd'hui, et avec le recul, avec sur moi, ma vie personnelle aussi, c'est que je me dis, bon, il y a quand même beaucoup, c'est beaucoup l'expérience qui nous apprend qui on est. Hmm. Et comment les Après, femmes dans cette... on peut être en couple, enfin, avoir des longues histoires à plusieurs périodes de notre vie, comme on est très différent à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Là aussi, c'est très différent. C'est qu'avant, on restait avec les mêmes partenaires, l'espérance de vie était assez courte, enfin, en tout cas, plus courte qu'aujourd'hui. Donc, finalement, bon, on restait 30, 40 ans avec un partenaire. Aujourd'hui, s'il faut signer pour 60 ans, c'est pas la même. Et dans cette dynamique de couple qui demande un peu de reconnexion, qu'est-ce que les femmes pourraient faire pour aider les hommes justement à sortir du fonctionnement actuel, faire un petit peu plus d'introspection, etc. Est-ce qu'il y a il y a peut-être un rôle à modifier chez la femme ou des actions ou des comportements ou des savoir-être qui peuvent être envisagés? Euh, la première chose qui me vient, qui est assez vulgaire, c'est que j'ai envie de dire que les femmes, il faut qu'elles arrêtent de les emmerder. Déjà, voilà, arrêtons d'être... parce que Et alors, pourquoi elles sont pointilleuses? Pourquoi elles sont dans le reproche? C'est qu'elles-mêmes souffrent, c'est qu'elles sont pas heureuses et que du coup, elles aimeraient que leur partenaire soit différent, qu'il change, mais elles le font avec beaucoup de négatifs au lieu au lieu de les éclairer, au lieu d'être un phare qui éclaire dans la nuit, elles sont plutôt euh, avec la rame à leur taper dessus. Là encore, je crois il y a vachement de reproches, d'animosité, d'agressivité, et que du coup l'homme va se sentir coupable, nul, et ça va pas l'aider à, à épanouir le couple et à écouter sa partenaire. Donc, c'est pas pour autant que, comme je disais tout à l'heure, comme ça part d'une douleur et d'une souffrance, bah ça, il faut la gérer. C'est-à-dire, il suffit pas de se dire, non mais moi, il y a des choses qui me font souffrir, mais je vais fermer ma bouche et je vais passer outre. Non. Mais gérons-les de façon déjà individuelle. Allons faire du yoga, traiter ça, se faire accompagner, le sport, parce que j'ai un lot de contrariétés, mais qu'est-ce que j'en fais et comment je l'exprime avant de l'exprimer à l'autre. Parce que si je le fais sortir tout de suite, l'autre, il va se mettre en position tortue, plus bouger, et je vais le trouver nul, et il est encore moins moteur, et c'est un cercle vicieux. Donc, je leur dirais, bon, comme tout à l'heure, en fait, depuis le début, c'est pas par l'animosité, le reproche, l'agressivité qu'on va sortir victorieux de tout ça. Euh, donc les femmes, elles peuvent avoir ce rôle de déjà trouver des ressources pour se gérer elles-mêmes sur ce qui les contrarie. Et pourquoi ça me contrarie? Pourquoi ça vient me chagriner là à ce niveau-là? Alors parfois, j'ai des femmes qui me disent, ah ben c'est encore moi qui dois bosser. Et moi, souvent dans les couples, je dis, bah en fait, c'est celui qui souffre qui bosse. Si c'est vous qui souffrez, bah oui, c'est vous qui allez du coup. Si vous voulez aller mieux, oui, il va falloir
c'est pas parce que vous, C'est lui, prendre on sa le laisse. responsabilité dans l'histoire, en fait, Oui, de sa oui, évidemment, souffrance, c'est au pas lieu de parce la qu'il y a- rejeter sur l'autre. voilà, c'est pas parce qu'il y a, c'est vous la responsable à 100%, mais bon, si vous souffrez, autant trouver des outils pour aller mieux, hein. Mm. Donc voilà, donc je pense qu'à chaque fois, je reviens sur, en fait, ça regarde l'individu. Quand un couple va mal, évidemment on les fait communiquer, exprimer ce qui se passe pour l'un, ce qui se passe pour l'autre. Moi, j'aime bien les conversations croisées aussi, c'est-à-dire de dire, bah, monsieur, mettez-vous dans la peau de madame et imaginez ce qu'elle ressent là. Décrivez votre couple aujourd'hui, mais dans la peau de madame. Qu'est-ce qu'elle se dit selon vous? Ah bah elle se dit que elle en peut plus, que je rentre trop tard, que je fous rien à la maison. Et c'est très rigolo de faire cette conversation inversée parce que du coup, bah, l'autre partenaire se rend compte plus ou moins de la perception des choses de l'autre. Et je crois que tu as étudié un petit peu, tu es entré un peu dans la sexualité des hommes et des femmes dans le couple. Est-ce que tu vois des, des- des- aussi des sortes de distance qui s'est mis à l'intérieur de l'intimité du couple en filigrane des relations de base, on va dire? Alors je sais pas si je parlerais de distance parce que justement le fait que la femme s'émancipe, s'écoute plus, se découvre. Il y a aussi l'émergence des sextoys. On n'en parlait pas du tout il y a 20 ans. Aujourd'hui, bon, bah, la plupart des tables de nuit, une grande partie des tables de nuit sont équipées de sextoys. Donc ça veut dire que la femme aujourd'hui, elle découvre que bah, elle peut être en demande, elle peut, oui, plus à l'écoute, je pense, de son corps. Donc ça va pas dans le sens de la distance dans la sexualité d'un couple. Je dirais même que aujourd'hui, elle est beaucoup plus consciente, cette sexualité. Avant, elle était un peu subie, c'était le fameux devoir conjugal. On le faisait pour avoir des enfants, ou on le faisait parce qu'il y avait des besoins et que c'était souvent un peu masculin, puis que la femme, elle devait suivre. Et aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. Parfois, c'est même les femmes qui ont plus de besoins que les hommes. Puis ça dépend aussi des couples, évidemment. Mais donc, en revanche, ce que je constate de très différent dans la sexualité, ça c'est une différence, mais ce que je constate et qui m'alarme beaucoup plus, c'est chez les jeunes, c'est la jeune génération. C'est les jeunes hommes et jeunes femmes, et ça atteint surtout les jeunes hommes, qui ont découvert leur sexualité confinée, par exemple, et qui du coup ont découvert une sexualité à travers la pornographie, à travers les écrans, ont découvert que bah, en faisant deux clics, l'hormone de récompense, la dopamine, était facilement accessible. Et du coup, se sont mis dans des systèmes, et il y en a énormément, parce que c'est un système de récompense, donc c'est très, très addictif, un système où la sexualité est vécue uniquement virtuellement. Et donc, on fait plus l'effort d'aller rencontrer l'autre, on fait plus l'effort tu le disais tout à l'heure, on allait séduire, ça mettait du temps et tout. Aujourd'hui, en deux clics, je peux avoir 10 orgasmes par jour. Donc pourquoi j'irais, moi qui n'ai pas confiance en moi, à prendre le risque de me prendre un vent, etc. Donc c'est ça, et les études le montrent, près de la moitié des 18-25 ans n'ont pas eu de rapport sexuel depuis un an. C'est ça, je trouve, qui est en train d'être vraiment bouleversé, c'est le lien à l'autre, parce qu'aujourd'hui, on a tellement pris l'habitude d'être en lien à travers un écran, sur les réseaux sociaux. Une autre étude explique que les jeunes aujourd'hui discutent plus avec leurs copains sur WhatsApp ou sur les réseaux qu'à l'école. Hmm. On passe énormément de temps à travers un écran. Et c'est pas à travers un écran qu'on fait l'amour, en tout cas, qu'on a un rapport physique, enfin entre deux personnes, parce qu'on peut faire l'amour à distance, mais enfin c'est encore une autre histoire. Donc voilà, et ça je trouve ça alarmant parce que et les addicts à la pornographie s'en rendent compte parfois, pas toujours malheureusement, mais se rendent compte de tout ce à côté de quoi ils passent quand c'est juste l'orgasme virtuel, dopamine. Ils passent à côté de tous les autres sens, quoi, Bien sûr. de cette attente, de ce désir, de cette séduction qui est d'une richesse incroyable. Donc je crois que le rôle des parents aujourd'hui, c'est d'être hyper attentif à ça, euh, pour que les enfants aient à disposition tout ce qui existe, hormis les écrans.
parce que ils ont tout dans l'écran. Ils peuvent en 3 minutes faire un cours d'histoire, écrire une chanson et commander des fringues, prendre rendez-vous chez le coiffeur. Bah, donc, on pourrait ne vivre qu'à travers les écrans. Avec l'IA aujourd'hui, même nous, on est remplacés, les psys. Ah bah non, mais un jour, j'ai un patient qui m'a dit non, mais comme j'avais pas pu le prendre tout de suite, il m'a dit non, mais finalement, j'ai demandé à ChatGPT, il m'a réglé le sujet, il m'a dit ce que je devais dire à ma femme. Bon, bah, donc, nous, notre rôle de parents, c'est vraiment de montrer aux enfants et le plus tôt possible, parce qu'après, c'est cramé, c'est pas l'adolescence où on va dire non, non, mais sœur, viens, on va aller voir dans la forêt ou une expo. C'est vraiment le plus tôt possible montrer que le monde est tellement riche, et évidemment qu'ils vont aller sur les écrans, et évidemment qu'ils vont tous regarder du porno, parce qu'au collège, ils sont tous passés, mais qu'ils aient en tout cas conscience qu'il n'y a pas que ça. Mm. Donc c'est ça, le gros changement que je vois aujourd'hui dans sa construction de la sexualité, c'est que le porno, il est dans nos poches, dans la poche de nos enfants à l'entrée au collège. Et donc, comment on fait avec? Et ensuite, une fois qu'ils sont un petit peu plus grands et qu'ils sont en couple, quelles sont les grandes tendances par rapport à cette situation un petit peu de changement de rôle entre hommes et femmes? Bah là encore, moi, je trouve ça hyper difficile. Moi, j'aimerais pas être un homme, enfin, un jeune homme en 2025. J'en ai interviewé quelques-uns dans le cadre d'un podcast où bah, ils me disent, mais on est désarmé parce qu'on ne sait plus ce qu'on a le droit de dire. Je ne sais pas si je peux être un peu vulgaire, comme parfois on est vulgaire dans un cadre très spécifique. Parce que je me dis peut-être que voilà, elle va me dire que c'est complètement inapproprié. Ils marchent sur des œufs, quoi. Mm. Donc je trouve ça pas simple pour eux parce que nous, bon bah finalement, enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est assez confortable parce que on a encore plus accès au plaisir, on a le droit, on s'est dit mais nous aussi on a le droit de parler vulgairement et je t'emmerde, enfin on a le droit d'être sexy et toi t'as pas le droit de me faire de réflexion, enfin nous on a acquis beaucoup de liberté, beaucoup d'émancipation. Mais parfois avec en limitant la leur. Et ça, c'est dommage. Il y a sûrement quelque chose à construire où l'un n'est pas lésé par rapport à l'autre. Bah, surtout qu'une liberté extrême en limitant celle de l'autre dans la relation, ça pose quand même un souci. Bien sûr. Parce qu'elle ne sert à rien, cette liberté, si on est Non, tout seul. mais bien sûr. Bien sûr, et je pense qu'il y a aussi des femmes qui souffrent de plus se faire draguer, voilà, il y en a sûrement qui trouvent que c'est beaucoup plus peaceful, mais c'est aussi sain, je trouve, de pouvoir exprimer ce qu'on a envie d'exprimer à partir du moment où c'est respectueux et que l'autre est consentant, évidemment. Et parfois, on ne le sait pas toujours avant de dire les, avant de dire les choses et avant qu'il y ait une rencontre. Mais donc, oui, moi, ce que j'entends en tout cas, c'est de la part de certains jeunes hommes, c'est on est paumé, on ne sait plus comment faire, on ne sait plus comment draguer, et franchement, c'est pas fastoche, quoi. Et en face aussi, il y a aussi beaucoup de célibataires, femmes, qui ont du mal à trouver des hommes. Alors, c'est certainement lié aussi au fait que les hommes sont perdus. Mhm. Et là, la distance, elle s'accroît en définitive. Parce que tous les codes ont changé, les rôles ont changé, même s'il y en a, il y a les femmes s'émancipent davantage, elles se retrouvent du coup un peu plus isolées parce qu'elles ont un peu lâché l'autre partie au bord de la route, quoi. Ouais. Oui, et puis comme l'objectif n'est plus de me reproduire coûte que coûte. Avant, c'était un objectif inconscient, quoi. On se rencontrait pour faire des enfants, construire une famille. Aujourd'hui, je te rends compte, mais bah, c'est peut-être pas pour construire une famille. J'ai un super boulot, je m'éclate, mais donc tu es un peu bah, ma cerise sur le gâteau, ou tu es un peu celui qui va accompagner une partie de ma vie et certaines activités, mais on voit qu'il y a de plus en plus d'indépendance à l'intérieur des couples. Et c'est une bonne chose, hein, je trouve, que moi, je ne crois pas du tout en la fusion coûte que coûte.
Je crois qu'il faut que vraiment chacun ait sa petite vie à soi pour qu'on puisse vraiment faire un long chemin ensemble, sans se marcher dessus, sans qu'il y ait de dépendance et que chacun puisse s'épanouir, pas à travers l'autre, mais à travers soi déjà. Mais ça, c'est vraiment une croyance personnelle. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile, quoi. C'est, je cherche quelqu'un, mais le jeudi, j'ai piscine, pas entre midi et deux, je vois mes copines, j'ai un boulot hyper prenant. Et je veux pas d'enfant tout de suite. Ah, ok. Mais pourquoi t'es seule alors depuis, rappelle-moi, depuis 3 ans? Ouais, ouais, on est devenu super exigeante, je crois. On est devenu super exigeante, peut-être aussi exigeant. Je suis pas un homme, donc je me rends pas trop compte, mais c'est forcément plus difficile qu'avant parce qu'encore une fois, je reviens à, on se pose plus de questions. Et tant mieux, hein. Mais parce que ce qui n'est pas confortable n'est pas forcément mauvais. C'est tout mon travail d'ailleurs. Dans mes séances, mes patients sont pas toujours confortables, mais c'est dans l'inconfort qu'on trouve les leviers de changement. Donc parfois, il faut passer par des moments un peu. Ouh. Et je crois que là, c'est ce que vit notre société. C'est waouh, ça bouge dans tous les sens, mais il y a des tas de très très belles choses qui vont émerger de tout ça. De quel type? Comment tu vois l'évolution? Bah justement, je trouve que le fait que chacun prenne un peu plus de temps pour se connaître, s'écouter, s'exprimer, communiquer, on a plein d'outils aujourd'hui, un peu trop, hein, mais de déjà commencer à pouvoir piocher ce qui nous parle, ce qui va résonner pour nous, va faire que bah, le jour où on se rencontre, on sera déjà épanoui de soi à soi, donc ce sera euh, enfin, d'être en lien sera quelque chose de euh, constructif, c'est pas très joli là dans ce cas-là, mais euh, oui, pour moi, le couple, c'est pas faire pour l'autre, c'est faire avec, quoi. C'est d'être main dans la main, pas. Mais en même temps, si on se développe individuellement soi-même, de soi à soi, comme tu dis, assez longtemps, on perd quand même la capacité à se mettre en lien et à gérer ce que nous renvoie l'autre. Donc, ça peut être assez facile de vivre sa vie et sans prendre le risque de se mettre en lien. Et puis, le jour où on se met en lien, on se rend compte qu'il y a d'autres sujets à traiter qu'on n'a pas nécessairement traités tout seul parce qu'on n'a pas été confronté aux difficultés. L'autre va être révélateur de tas de choses, oui, ça c'est sûr. Mm. Mais je suis pas sûre que ce soit facile de vivre toute sa vie seule sous prétexte que oui, mais je me connais bien. Je connais pas beaucoup de personnes qui sont célibataires depuis X temps et qui le vivent super bien et qui se disent oui, mais au moins je me connais moi et j'ai personne Oui, je crois que c'est qui plutôt vient révéler des... du Parce déni, qu'on est des êtres sociaux, on a bien besoin sûr. d'être en lien avec Donc évidemment, on peut être un couple de façon hyper différente, on peut ne pas vivre ensemble, on peut faire des choses à distance, on n'est pas obligé de tout de suite construire un nid et vivre l'un sur l'autre, mais la connaissance de soi, c'est pas ça qui va faire... euh, c'est pas suffisant pour faire un être heureux, équilibré. Il a Mm. quand même besoin d'être en lien avec l'autre, quel qu'il soit en lien avec les autres, mais aussi en lien avec un partenaire amoureux, avec tout ce que ça implique, qui va être assez unique par rapport à ce que, enfin, complètement unique même par rapport à ce que les amis, les parents, les collègues peuvent apporter. Est-ce que tu as quelques exemples de résolution de problèmes de couple que tu veux partager avec nous? Par quoi ils sont passés exactement et un Alors exemple. moi, souvent, parce que il y a quelques couples qui sont un peu craintifs, et souvent des hommes d'ailleurs qui me disent, bah, on a un peu peur de venir vous voir parce qu'en fait, j'ai peur que vous soyez le révélateur d'une rupture et que, en fait, ça va pas, notre couple va pas bien, mais si on passe la porte d'un thérapeute de couple, ça va aller encore plus mal et on va divorcer et je veux pas voir ça. Et donc, moi, ce que je leur dis toujours, et ce qui est complètement vrai, c'est que moi, j'ai pas d'objectif, ni de rupture, ni de rester en lien avec les gens que Ok. j'accompagne. C'est-à-dire que quand Donc ils pour viennent, moi, la réussite d'un accompagnement de couple ne repose pas forcément sur ils vont repartir ensemble et heureux et eurent d'autres enfants ou vivre ou vécurent leur belle vie. J'ai pas d'attente ni d'objectif par rapport à un couple que je reçois. Parfois, ils vont repartir ensemble et heureux, effectivement. Parfois, ils vont repartir séparément et heureux.
Parfois, il y en a un qui va être soulagé, partir heureux, l'autre super malheureux, et inversement. Donc, pour moi, un accompagnement réussi, c'est quand j'ai aidé les deux individuellement à retrouver un équilibre pour pouvoir peut-être être heureux ensemble, mais peut-être être heureux séparément. Mhm. Euh, je dirais que c'est plus compliqué parce qu'en plus les couples ils viennent me voir pour à chaque fois à des étapes complètement différentes. Parfois c'est juste pour monsieur voudrait annoncer à madame qu'il s'en va et je dois préparer à la rupture. Donc là ma réussite reposera sur comment madame va atterrir, comment monsieur va se reconstruire. Parfois, ils se posent juste des questions. Parfois, ça fait 10 ans qu'ils se disputent. Enfin, à chaque fois, c'est une histoire différente. Et moi, j'ai pas d'attente. Et c'est hyper important enfin, en tout cas pour moi, c'est hyper important de pas en avoir déjà plus qu'eux. De pas se dire j'aurais réussi s'ils restent ensemble parce que non, parfois rester ensemble, c'est pas du tout ce qui va les rendre heureux. Donc, c'est pour ça que moi, je fais une première séance avec les deux partenaires et après, je vois les deux individuellement parce qu'il faut que je comprenne chacun là où il en est de justement son parcours, ses envies, ses besoins. Et après, je les revois ensemble pour qu'ils puissent exprimer des choses l'un en face de l'autre. Mais il y a des tas de choses qu'on ne peut pas dire aussi en face de son partenaire. Donc, c'est important. À chaque fois, je reviens à l'individu, quoi. Si l'individu va bien et aligné, bon, c'est là qu'on va voir si, OK, il y a des braises sur lesquelles souffler ou plus du tout. Et à ce moment-là, ça sera peut-être une bonne chose pour eux aussi, quoi. Il y a pas... La réussite ne repose pas sur on reste ensemble. Mhm. Et donc, est-ce que tu as un exemple de résolution heureuse, on va dire, pour un couple et par quoi ils sont passés pour en arriver là? Si je réfléchis, peut-être je réfléchis à l'envers, c'est-à-dire ceux où ce serait pas une résolution heureuse, typiquement, c'est quand ils sont en décalage. C'est-à-dire que quand elle va finalement décider de le quitter, mais elle va être tellement soulagée, donc je vais être très heureuse pour elle parce qu'elle aura cheminé et qu'elle va prendre son envol, mais lui, je vais le ramasser à la cuillère. Alors si, quand même, il y en a un auquel je pense là où ça venait de madame qui disait je vais devoir dire à monsieur que c'est terminé mais ça va être compliqué parce que voilà il n'est pas facile et du coup on a travaillé préparé le terrain etc. Et en fait donc eux je les ai suivis plutôt sur une période assez longue et donc, au départ, on aurait pu imaginer que monsieur allait s'effondrer et que voilà, madame allait retrouver sa liberté. Puis finalement, on a tellement travaillé de façon individuelle que monsieur découvre que waouh, mais finalement, c'était une très bonne nouvelle pour lui, qu'il se retrouve, que alors même si c'est elle qui a été l'élément déclencheur, le détonateur, lui se retrouve en tant qu'individu et aujourd'hui il est hyper heureux et je continue à le voir de façon individuelle, quoi. Donc ça peut-être oui, ça ferait partie d'une belle réussite, c'est-à-dire que malgré l'annonce et quelque chose qui ne venait pas de lui, donc malgré quelque chose qui apparemment était subi au départ, finalement on a réussi à rebondir là-dessus et à ouvrir une autre porte, la sienne. D'accord. Donc, t'as pas une résolution heureuse, heureuse, genre ils restent ensemble et ils eurent Ah beaucoup si, bien d'enfants. sûr, il y en a, mais c'est pas intéressant. Cela m'ennuie. Non, non, mais bien sûr qu'il y en a. Oui, oui, il y en a. Mais je dirais presque que c'est plus facile avec eux parce que les enjeux sont pas si forts. S'ils restent ensemble, c'est qu'il y avait quand même encore vachement que la terre était saine et qu'il fallait mettre du fumier et du terreau, quoi. Euh, donc, euh, donc, oui, oui, évidemment qu'il y en a où c'est juste des ajustements, où c'est un trop-plein et donc il va falloir aller purger toutes les contrariétés depuis 10 ans. C'est des couples qui sont plus partis tous les deux, qui se sont laissés bouffer par les enfants et qui n'arrivent pas à mettre de limites, qui font passer les autres avant eux. Donc tout ça, ça se réapprend, ça se corrige et on voit en 3, 4 séances, ça y est, voilà, les enfants sont parqués. Maintenant, on sort une fois par semaine, on se fait un week-end par mois en amoureux.
Madame a repris le sport, enfin, je schématise un peu, mais monsieur fait un peu plus attention à pas être trop absent ou essaye d'être un peu plus moteur sur des activités à faire ensemble. Et là, c'est une fin heureuse. Ok, donc en guise de conclusion, qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui à, on va dire, un jeune couple pour bien fonctionner, améliorer sa vie et s'engager sur la durée? Bah, moi, ce que je conseille, c'est de bien se connaître. Pour bien se connaître, bah, ça passe par s'écouter. Ça passe par. T'entends pas un bruit d'aspirateur? Non, D'accord, parce que là, il y a un aspirateur pas loin, parce que sinon je lui dis de non, je ne l'entends pas pas. franchir. Donc, la première des choses, c'est vraiment bien se connaître. Et pour bien se connaître, c'est vivre plein d'expériences seul déjà. Que ce soit des voyages ou des rencontres ou des activités ou même des métiers. Enfin, commencer vraiment à vivre des expériences, à se confronter à des tas de choses pour faire un tri sur bah, ça je veux pas. Euh, Justement, quand on est dans ces moments de vie un peu, on ne sait plus trop qui on est, si on est à la bonne place, ben on fait une liste des choses sur lesquelles j'ai envie de renoncer, des choses sur lesquelles je dis un grand oui pour, pour cesser de subir. Donc, je commencerai par bien me connaître moi, et puis une fois que je me connais bien moi, ben, je vais être capable du coup de communiquer correctement. C'est-à-dire qu'au lieu de dire j'en ai ras-le-bol, je suis pas la boniche et t'en fous pas une, je vais dire bah là en fait j'ai besoin d'un peu plus de temps pour moi. Je suis hyper fatiguée en ce moment. Comment on peut faire pour que se répartir le dîner, les courses, les enfants, voilà. Donc si je me connais bien et je connais bien mes besoins, je vais pouvoir les exprimer en tant que mes besoins et pas en tant que je te reproche des choses. Ce qu'on appelle la communication non violente. Mais voilà, donc communiquer, exprimer les choses, mais pour pouvoir les exprimer, il faut les connaître. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Et puis je dirais peut-être ce qui peut redonner du souffle à un couple aussi, c'est justement de redonner de la respiration. Donc c'est bouger. C'est quand on voit qu'on est enlisé, il faut parfois faire un 180 degrés. Quand on voit que ce qu'on fait, bah, on a beau le refaire, ça marche toujours pas. Bah, il faut retourner les choses dans l'autre sens et se dire bon bah on déménage ou on part 15 jours, créer une rupture dans ce qu'on fait toujours un peu plus, mais qui finalement ne va pas dans le bon sens. C'est toujours un peu plus, si c'est toujours un peu plus de la même chose, ça va pas dans le bon sens et donc créer une rupture, ça peut être oui un voyage, une activité, euh, voir ce qu'on peut complètement bousculer dans notre vie et dans nos habitudes. Ok. Autre chose de fondamental qu'on aurait oublié? Je crois pas. Non, je crois pas. Non? Ok. Bon, écoute, bah, merci beaucoup, Julie, pour ce beau partage Merci à toi, Christophe, c'était un plaisir. et à très bientôt. À bientôt.